Bon alors juste un petit supplément de mesure sur le DAC l'ES9023, histoire d'être un peu plus complet par rapport à ce que je fais d'habitude. Là c'est hors comparaison avec son grand frère. On va se faire quelques mesures. Ici on va commencer par la courbe de réponse, les deux canaux en même temps. Donc là j'ai branché les deux canaux pour pouvoir les comparer. Donc là on va juste faire entre 10 Hz et 30 kHz. On va se faire une petite courbe de réponse pour voir. Donc là manifestement vu les échelles ça a l'air d'être parfaitement superposé. Il n'y a pas trop de problème a priori. Alors ce serait étonnant qu'il y ait des soucis à ce niveau là. Donc là je suis pleine échelle au niveau du signal numérique. Ici. La tension de sortie est de l'ordre de 2 volts. C'est ce qu'on peut voir, pleine échelle. Ce qui est compatible avec ce qui se fait habituellement en Wi-Fi. On a juste une chute ici dans l'aigu. On va faire un zoom de tout ça. Donc bon, rien de spécial. Bon, les deux canaux sont vraiment très similaires. La différence ici, est-ce que c'est le DAC, est-ce que c'est des appareils de mesure? Alors là, c'est difficile de dire. Donc disons qu'on baisse à peu près, on va dire de 0,3 décibels entre 5K et 30K. Ce qui est bon, ça va pas chier loin, quoi. Donc vraiment rien à signaler à ce niveau-là. On va faire quelques mesures de distorsion en passant. Donc ça, ce sont des configurations que j'ai fabriquées à la main, ce qui permet de retrouver des états qui permettent de faire directement des mesures. Donc on va faire des mesures de distorsion des deux canaux. Donc on va commencer pleine échelle. Comme on a vu à l'épisode précédent, lorsqu'on est pleine échelle, la distorsion est plus élevée parce que les étages de sortie intégrés à la puce saturent, commencent à atteindre la saturation. Alors à ce sujet, cette puce-là a une résistance optionnelle qui permet de régler le niveau de sortie maximum des étages analogiques. Ce qui permet d'éviter, lorsqu'on est pleine échelle, de se rapprocher trop près de la tension d'alimentation, qui est ici de 3 volts 3. Si on limite la tension de sortie maximale, on s'éloigne des saturations possibles à ce niveau-là. Donc je ne sais pas si ce montage utilise ce mécanisme, mais on voit que ESS a prévu le coup. Donc on préfère dans ce cas avoir moins de niveau de sortie, mais s'éloigner un peu de la barrière qui fournirait des saturations qui fournissent ce style de, je ne vais pas dire de problème, mais style de comportement. Donc on voit ici la distorsion non seulement est assez élevée, 0,01%, pour un DAC c'est relativement élevé, et en plus c'est assez dissymétrique, c'est-à-dire que les étages de sortie ne se comportent pas tout à fait de la même manière. On voit aussi que ici on a une remontée en haute fréquence. Alors à quoi c'est dû? C'est dû simplement au fait que les ampli-op qui sont intégrés là-dedans ont une contre-réaction évidemment d'une manière ou d'une autre, et la contre-réaction par contre devient de moins en moins efficace au fur et à mesure qu'on monte en fréquence. Donc elle rattrape de moins en moins bien la distorsion du système, ce qui fait que on se retrouve à commencer à attaquer. Ici il arrive quand même à rester en dessous du niveau critique. Ici il commence à l'atteindre, mais bon après il n'arrive plus tout à fait à corriger. Ça c'est surtout dû à des différences de gain intrinsèques des deux systèmes. Alors il doit y avoir des résistances au sein de la puce qui n'ont pas des tolérances forcément super identiques. Et comme on est vraiment à la limite du truc, parce que je suppose qu'il doit être réglé pour avoir le niveau sortie maximum, en fait on a ce genre de comportement. Alors ce genre de comportement, si je baisse le niveau, si je passe par exemple à 1/10, alors je vais stocker ça par comparaison. On va refaire la même mesure avec 1/10 du niveau, alors que la distorsion va rester à des niveaux beaucoup plus intéressants, enfin beaucoup moins élevés. Donc, et surtout les deux canaux, ici on peut le voir, travaillent ensemble. Donc en fait là on se retrouve à avoir la partie analogique qui ne joue vraiment plus de rôle en soi dans la distorsion, et là on est plus dans le comportement du DAC lui-même juste avant. Donc là on est à 0,03% de distorsion, ce qui reste quand même ici assez faible, surtout quand on voit le prix de ce genre de puce qui est vraiment très très bon marché. C'est $1,50 le bout, c'est vraiment pas cher. Encore ça c'est à l'unité pour un particulier. Donc là on voit oui, la distorsion 0,02, 0,03. Et là on voit un comportement différent dans l'aigu qui ici nous dit plusieurs choses. La première chose c'est que en fait cette chute est normale, elle est habituelle,
Parce que en fait l'analyseur ici de distorsion met de moins en moins d'harmoniques dans le calcul parce qu'il est limité en bande passante. Donc à partir de 10 kHz, il n'y aura plus que les H2 et après ça va terminer. Ici quand je suis à 30 kHz, ça va s'arrêter à 15. Parce que au-delà de 15 kHz, on ne peut plus avoir de H2. Ici on a encore de la H3, ici on a de la H4, H5, etc. Il faut voir qu'ici j'ai mis tous les niveaux de distorsion en même temps. Donc on voit que au fur et à mesure ça baisse parce qu'il y a moins en moins d'harmoniques qui font partie du calcul. Et le fait que ça n'apparaissait pas avant, lorsqu'on est dans la situation ici, j'ai une vieille transformée de Fourier qui reste dans un coin là, c'est pas grave. Ici, ça veut dire que simplement les distorsions ici sont essentiellement de la distorsion H2 ou à la limite H3. Simplement, ça commence à taper sur une des deux polarités. Ça veut dire la distorsion H2, ça veut dire qu'il y a un sens positif ou négatif qui commence à saturer avant l'autre et qui devient de plus en plus prépondérant et l'ampli-op n'arrive de moins en moins bien à le compenser par la contre-réaction. Mais sinon, ici on a un comportement plus normal hors saturation. Donc là on a quelque chose qui rentre dans les données constructeurs. Bon, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est tout à fait normal, les deux canaux fonctionnent en même temps. On peut comparer. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer les traces, j'ai stocké celle-là, et on va comparer ça avec simplement si je ne prends que quelques harmoniques. Je vais prendre la 2 et la 3, histoire de voir si la mesure que je fais là se superpose à ça, ça veut dire qu'on a essentiellement de la H2 et la H3 dans la distorsion. Si elle est vraiment plus basse, ça veut dire qu'il y a aussi de la distorsion harmonique de rang plus élevé dans le truc. Je rappelle le truc avec toute la distorsion. Là, on est juste H2H3. On voit qu'elle est quand même plus basse. Donc, il y a quand même un résidu, on va dire, d'harmonique supérieure qui font partie de la distorsion. Ça, on va pouvoir le voir là, en regardant un petit peu les FFT. Donc là, je vais rouvrir les FFT. Donc là, on va pouvoir déjà comparer les deux canaux et on va pouvoir... donc là, c'est la distorsion qui est restée. Bon, je vais effacer ça. Alors là, un bug du logiciel, c'est quand il n'y a pas eu une mesure de fait, on ne peut pas supprimer des courbes stockées, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va se faire une FFT de 15 Hz à 32 kHz, des deux canaux. Là, je suis 1/10 de l'échelle, donc dans le cas idéal, on va dire, où la distorsion est la plus basse. Si je diminue encore en niveau, le signal de sortie sera de plus en plus faible et la distorsion dans l'absolu va rester à peu près la même. Donc le rapport en pourcentage de la distorsion risque de remonter. Donc quand on fait des calculs de distorsion, c'est-à-dire de la mesure précédente, en fait la distorsion va baisser avec le niveau jusqu'à un certain seuil et elle va remonter parce que le signal est de plus en plus faible. Et la distorsion, elle va plafonner, enfin disons, va avoir un plancher sur lequel elle va pouvoir descendre. Donc le pourcentage de distorsion, lui, va monter lorsque le niveau diminue. Alors ici, là je vais pouvoir effacer cette trace, voilà. Donc là on est dans le cas un peu idéal, donc on a un niveau de bruit qui est un peu au-dessus de moins 120 décibels, sachant que ici je suis à, en décibels, je suis à moins 6,5 ici. Là je suis un peu plus, je suis en dBU, donc je ne suis pas dans les mêmes échelles, mais bon, qu'importe, là je dois être à moins 10, quelque chose comme ça, donc je suis à 110 décibels ici à peu près, bon, à vue d'œil. Donc ici la distorsion des deux, donc on peut voir que la courbe verte a plus de distorsion HF, il y a plus de résidus HF ici, bon, c'est... Bon, on est au-delà de 10 kHz et en plus en dessous de 100 décibels, on va, à mon avis, c'est pas ça qui va s'entendre dans les enceintes, mais bon, ça c'est des résidus probablement du
modulateur delta sigma qui compose ce style de DAC. Hein, ça fait partie des fonctionnements intrinsèques. Hein, il est difficile d'enlever toute la chef de ça. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Peut-être qu'ici, il n'y a pas de H3 dans cette courbe-là, alors qu'ici, il y en a un peu. Bon. Mais disons, bon, ça c'est... Dans une puce stéréo, il y a toujours des différences d'une puce à l'autre. Hein. De toute façon, c'est inévitable. Pas de ronflette, a priori, on voit absolument rien. Hein. Il n'y a pas de petits pics ici qu'on peut trouver assez souvent. C'est tout à fait plat, tout à fait silencieux, donc il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais stocker ça. Et on va passer à, admettons, pleine échelle, juste pour voir. Hein, ça, c'est la mesure que j'avais faite précédemment, dans l'autre vidéo. On va voir ce qui se passe. On va voir que la distorsion augmente beaucoup par saturation des étages de sortie. Voilà. Donc, là, on est monté en niveau. Hein. On est passé à plus quelque chose. Le niveau de bruit n'a pas bougé, lui. Hein, donc ça, c'est vraiment le plancher global du système. Par contre, la distorsion a vraiment augmenté. Alors, on peut voir que la courbe verte et la courbe bleue ont des grosses différences. La courbe verte est globalement plus haute, ici ne serait-ce qu'en HF, et aussi en H2. On voit que là, il y a un écart de cet ordre d'idée. Alors, plus on monte en décibels, plus la même distance ici représente des valeurs de plus en plus grandes. Donc, un écart ici de cette taille-là, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus grand que la même distance, par exemple, beaucoup plus bas. Donc, ce petit écart qu'on voit ici, c'est l'écart qui est entre les deux courbes lorsqu'on fait les mesures de distorsion. Avec en plus cette zone-là qui est plus polluée ici. Hein. Donc là, toutes les mesures de toute façon sont cohérentes entre elles. Donc s'il y a une courbe en distorsion qui est plus élevée que l'autre, on la retrouvera de toute façon dans les harmoniques. Et en fait, on la retrouve ici. Cette partie verte qui fait cette zone-là. Alors cette zone-là, ça va faire peut-être 5 décibels, quelque chose comme ça, hein, ce qui n'est pas faible, 5-6 décibels. Hein. On a quand même 20 décibels par graduation. Là. D'ailleurs, si je fais un zoom, on peut peut-être même l'évaluer mieux que ça. Hein. Donc ici, on est à moins 85 et l'autre, je suis à moins 77. Donc on est à 8 décibels d'écart, ce qui est quand même pas mal. Hein. Donc c'est important. Alors ici, ils sont à peu près au même niveau, simplement ils se superposent, donc c'était la bleue qui passe devant, mais il y a aussi distorsion verte. Ici, c'est à peu près pareil. Il y a la différence principale qui est à ce niveau-là. Et c'est ça que l'on voit sur les courbes de distorsion en tant que différence. Donc voilà, quelques mesures supplémentaires ici. Donc on voit bien toujours pas de ronflette ni rien. Hein. Donc on voit que pour ce petit DAC qui est vraiment un très bon marché, finalement on obtient des résultats tout à fait corrects. En plus ici c'est un kit qui est disponible, qui a été disponible sous souscription. Hein, qui est assez bien monté, qui est assez bien fait, hein, la qualité de soudure est bonne, etc. Les composants sont de bonne qualité, à part les tantales que je n'utiliserai pas, mais c'est un système tout en un, il suffit de foutre ça dans la boîte, et puis voilà, ça fait des trucs, quoi. Ça marche assez bien, et il n'y a pas vraiment trop de questions à se poser là-dessus. Donc, quand on veut faire quelque chose de simple, efficace, à très bon prix, un très bon rapport qualité-prix, ça c'est vraiment une solution et qui est tout à fait raisonnable.